Mon mari a décidé que je n'étais pas digne de son nouveau cercle d'élite. Il m'a dit de ne pas me présenter à la fête de l'entreprise que je l'avais aidé à bâtir, et sa famille s'est rangée de son côté. Pour une fois, je n'ai pas discuté, je suis juste parti vers la côte. Alors que le coucher de soleil s'estompait, mon téléphone s'est illuminé. Des dizaines de messages. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Le matin a commencé comme n'importe quel autre, seulement plus tendu d'une certaine manière. Sterling, mon mari, était déjà dans son costume de créateur à 5h45 du matin, ajustant sa cravate devant le miroir pleine longueur que nous avions installé spécifiquement pour capter la lumière du matin. C'était le jour 2. L'énorme gala des investisseurs de série C pour Nexus Technologies, l'entreprise que nous avions bâtie de toutes pièces. Je suis entré dans notre chambre, celle que nous partagions depuis 7 ans, et j'ai proposé de réviser sa présentation avec lui. J'avais fait cela des milliers de fois. Je connaissais le script mieux que lui. Tiens-toi là, m'a-t-il dit, pointant un coin près de la porte de la salle de bain, sans se retourner. J'ai besoin de pratiquer ma présentation aux investisseurs, et tu me distrais. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou. Je me souviens d'avoir fait une simple suggestion sur la formulation des projections salariales. Il s'est finalement retourné. Mais seulement pour regarder son reflet, pas moi. En fait, par juste. C'est pour un public d'un calibre différent de ce à quoi tu es habitué. Ce sont des capital risqueurs internationaux, pas tes anciens clients de Mackenzie. Aïe. Ces anciens clients de Mackenzie étaient le moteur de la première année de Nexus. Mais cette contribution avait apparemment été effacée du récit officiel. Puis vint le vrai coup de poignard. Ma mère, Prudence, sera là ce soir pour me soutenir correctement. Elle comprend ce monde. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, le regardant s'entraîner à sourire à lui-même, ce sourire confiant et lisse qui n'était pas le sien, et j'ai finalement réalisé. J'étais devenu invisible dans mon propre mariage. Les signes s'accumulaient. Depuis des mois, de petites insultes que j'avais expliquées comme du stress lié à la levée de fonds. Mais en le regardant répéter des expressions faciales. Comme un acteur, j'ai compris que ce n'était pas du stress. C'était ce qu'était devenu Sterling Morrison. Ou peut-être ce qu'il avait toujours été saoulé. Suite à capuche de start-up et les moments vulnérables où il avait désespérément besoin de moi. Il y a 3 ans, Sterling ne pouvait même pas se tenir devant un miroir sans transpirer. Je me souvenais l'avoir trouvé dans notre garage à 3h du matin, essayant de mémoriser une présentation de 2 minutes. Ses mains tremblaient si fort qu'il ne pouvait pas tenir le papier stable. J'avais passé toute la nuit à le coacher avec des exercices de respiration, l'enregistrant sur mon téléphone. Au matin, il a livré la présentation sans faille et a obtenu notre financement de démarrage. Maintenant, il renvoyait mes anciens clients. Comme s'ils n'étaient rien. Ces mêmes relations que j'avais exploitées pendant mes 5 années au cabinet, faisant appel à des faveurs, organisant des réunions le week-end, transformant des conversations informelles autour d'un café en démonstration de produits. 3 contrats d'une valeur de 2 millions de dollars de revenus récurrents qui ont maintenu Nexus en vie pendant sa première année. J'ai sacrifié ma propre carrière potentielle chez Mackenzie pour son rêve. Tu es toujours là, a demandé Sterling, toujours face au miroir, s'exerçant à son rire forcé, celui qui ne ressemblait en rien à son vrai rire légèrement nasillard. Je n'avais pas entendu le vrai depuis 6 mois. Je suis retourné à la cuisine. Mes pieds nus étaient silencieux sur les sols de marbre que nous avions choisi ensemble lorsque nous avions signé le bail de ce Penthouse. À l'époque, Sterling avait insisté pour que nous ayons un endroit qui
impressionnerait les investisseurs. J'avais accepté, même si le loyer consommait près de la moitié de notre budget. Maintenant, je réalisais que je meublais ça. Scène, pas notre maison. Je préparais le café quand mon téléphone a vibré. C'était un texto de Gwendaline, mon ancienne collègue de Mackenzie, qui était maintenant directrice des opérations de Nexus, un poste que je l'avais aidé à obtenir. Le message ne contenait aucun mot, juste une capture d'écran qui m'a noué l'estomac. C'était un document de budget interne pour le gala de ce soir. J'avais l'habitude de préparer ces feuilles de calcul pour Sterling quand il apprenait encore à gérer les finances de l'entreprise. Sous une section intitulée « Considérations stratégiques » se trouvait la ligne qui m'a glacé. Optimisation de la participation aux participations des conjoints limités aux membres du conseil d'administration et aux cadres supérieurs répondant à des critères spécifiques. Et puis la note en dessous, spécifique et cruelle, S. Morrison ne correspond pas au positionnement actuel de l'entreprise. Se référer à l'avis consultatif de la famille. L'avis consultatif de la famille. Cela signifiait Prudence et Leland Morrison, les parents de Sterling. Les mêmes personnes qui, pendant la première année de Nexus, l'avaient qualifié de passe-temps coûteux de Sterling et lui avaient suggéré de retourner à l'école de droit. Ils n'ont changé d'avis que lorsque le financement de série B est arrivé. Et soudain, leur fils valait 20 millions de dollars sur le papier. Maintenant, ils le conseillaient sur le conjoint qui répondait aux critères d'un événement d'entreprise. J'ai pensé à notre bureau dans le garage où Nexus était né. La table de cartes que nous utilisions comme bureau. Le matelas gonflable que nous gonflions quand nous étions trop épuisés pour rentrer chez nous en toute sécurité après des sessions de codage de 18 heures. J'avais écrit la moitié du code initial de la plateforme pendant que Sterling se concentrait sur l'architecture. Mes contributions étaient intégrées dans chaque ligne du produit qui l'avait rendu riche. J'ai apporté le document à l'îlot de la cuisine, fixant la preuve froide et dure. C'était délibéré. Il ne s'agissait pas de stress ou de distraction. C'était une décision d'entreprise. J'ai immédiatement appelé Gwendaline. Elle a répondu au premier coup, sa voix basse et prudente. Lana, je suis tellement désolée, a-t-elle murmuré. Je viens de voir la liste finale des participants. Je n'arrive pas à croire qu'ils te fassent ça. C'est stratégique, je me suis entendu dire, faisant écho au langage d'entreprise de Sterling. Apparemment, je ne projette pas la bonne image pour les capital risqueurs internationaux. C'est n'importe quoi et tu le sais. Tu as construit la moitié de cette entreprise. Tes relations ont apporté les revenus initiaux. Bon sang, tu as appris à Sterling à lire un bilan à travers la porte de la chambre. J'entendais Sterling répéter sa présentation en arrière-plan. Sa voix portant la confiance artificielle qu'il avait apprise de coaching exécutif coûteux. Nexus Technologies représente l'avenir des solutions de plateforme intégrée, a-t-il déclaré à son reflet. C'était l'homme qui avait autrefois décrit notre entreprise comme essayant de rendre les logiciels d'entreprise ennuyeux un peu moins ennuyeux. J'ai baissé la voix. Gwendaline. Est-ce que tout le monde à l'entreprise sait que je ne suis pas invité ce soir? Le silence m'a tout dit. Le bruit d'une tasse qui s'entrechoquait en arrière-plan. L'équipe de direction sait. Sterling l'a annoncé lors de la réunion de leadership d'hier. Il a dit que c'était une décision stratégique, prise en consultation avec le conseil d'administration et les conseillers familiaux. Conseillers familiaux. C'était encore là. J'avais été évalué par un comité et trouvé insuffisante. Les mots de Gwendaline sont restés en suspens. Alors que je posais mon téléphone. L'humiliation n'était plus privée. C'était une politique d'entreprise. J'ai passé les 2 heures suivantes dans un état de stupéfaction. J'ai essayé de faire la lessive,
Mais j'ai mis la même charge dans la machine 3 fois. J'ai essayé de payer une facture, mais je ne cessais de taper le mauvais numéro de compte. J'ai ressenti un besoin intense de quitter le Penthouse, de sortir de la scène que j'avais aidé à construire pour lui. À 14 heures, le silence du Penthouse me criait dessus. Je me suis habillé avec soin. Dans ma meilleure tenue de travail, le tailleur anthracite que j'avais porté à notre clôture de série B. J'ai conduit jusqu'au siège de Nexus. Le bâtiment brillait sous le soleil de l'après-midi, tout en verre et en ambition d'acier. Le garde de sécurité, Marcus, qui me connaissait depuis que nous opérions à partir d'un espace de coworking, semblait visiblement mal à l'aise quand je suis passé par le hall. « Bonjour, Madame Morrison », a-t-il dit, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Il savait, lui aussi. La montée en ascenseur jusqu'au 20e étage m'a semblé interminable. Quand les portes se sont ouvertes, Jennifer, la dernière assistante de Sterling, a levé les yeux et son visage est devenu pâle. Lana, Monsieur Morrison est en réunion avec des investisseurs en ce moment. Elle a bégayé. Je sais, ai-je dit, passant devant elle vers le bureau d'angle de Sterling. À travers les murs de verre, je pouvais le voir gesticuler devant une présentation. 3 hommes en costume coûteux hochaient la tête. Tout dans ce bureau était calculé pour un impact maximal, y compris apparemment mon absence. 20 minutes plus tard, les investisseurs sont sortis. Sterling se tenait dans l'embrasure de sa porte, son expression indéchiffrable. Nous devons parler, ai-je dit. Il s'est écarté, me laissant entrer, puis a fermé la porte. Le bureau sentait son eau de Cologne. Quelque chose de français que Prudence lui avait offert. Je me suis dirigé vers son bureau, plaçant la massive surface en chêne entre nous comme une barrière. « Tu es venu ici pour faire une scène ?» a-t-il demandé, ajustant la cravate. Hermès que sa mère lui avait offerte à Noël dernier. Je suis venu ici pour une explication, une vraie, pas du double langage d'entreprise. Sterling a soupiré, comme il le faisait maintenant quand il pensait que j'étais déraisonnable. Lana, ces investisseurs ce soir, ils ne sont pas de Seattle. Ce sont l'élite de la Silicon Valley, des capital risqueurs internationaux qui attendent un certain niveau de sophistication. Tu es brillante en stratégie. Je te l'accorde. Mais il s'agit d'adéquation culturelle. Adéquation culturelle. J'ai répété les mots, les laissant en suspens. J'ai un MBA de Northwestern. J'ai travaillé chez McKinsey pendant 5 ans. Dans quelle culture ne suis-je pas à ma place? Ce n'est pas si simple. Il s'est dirigé vers la fenêtre, regardant l'eau. Ces gens peuvent sentir des choses. Ils lisent des signaux subtils. La façon dont quelqu'un tient un verre de vin, les références qu'ils font dans la conversation, s'ils passent l'été dans les Hamptons ou à Martha S. Vignard. Tu ne parles pas leur langue. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou à nouveau. Je parle couramment 3 langues, ai-je rétorqué. Y compris les langages de codage qui ont construit la plateforme dans laquelle ils investissent. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais. Le souvenir du dîner du mois dernier dans le domaine de ses parents est soudainement devenu très clair. Prudence m'avait présenté à son ami, dont le mari dirigeait une société de capital investissement. J'étais entré dans le salon au oui, il l'appelait un salon au pour entendre Prudence dire, et voici la femme de Sterling, Lana. Elle aidait au marketing quand l'entreprise était encore petite. Aidait. Petite. Chaque mot choisi pour minimiser ma contribution continue. Ta mère a clairement fait savoir le mois dernier que je n'appartiens pas à ton monde, ai-je dit maintenant. Sterling s'est retourné, son visage figé dans cette expression de réunion du conseil d'administration. Ma famille comprend cet environnement. Ils en font partie. Depuis des générations.
Ils ne veulent que ce qui est le mieux pour l'entreprise. Ce qui est le mieux pour l'entreprise, ai-je dit lentement. Ou ce qui est le mieux pour leur image. Il est revenu à son bureau. Écoute, ma famille est d'accord pour dire que parfois, la chose la plus solidaire qu'un conjoint puisse faire est de prendre du recul. Ce n'est pas personnel. Quand est-ce que Prudence et Leland sont devenus le conseil d'administration de notre mariage? J'ai senti la chaleur monter dans ma voix. Ce sont des conseillers, ils ont de l'expérience avec ce niveau de société. Ce niveau de société, le niveau où les épouses sont évaluées par un comité est jugée insuffisante. Maman dit que sa présence pourrait envoyer le mauvais signal à des investisseurs potentiels d'une valeur de centaines de millions. Ces gens attendent un certain type de présentation. Un certain type d'épouse, tu veux dire, les jeux défiés. Il n'a pas nié. Au lieu de cela, il a regardé ça. Nouvelle montre Patek Philippe. Le gala commence dans 4 heures. Je dois me préparer. C'était tout. Un congédiement. Pas d'excuses, pas de reconnaissance. De ce que cela signifiait. Tu as raison, ai-je dit doucement, me levant. Je n'ai pas ma place dans ce monde que tu as créé. Le monde où les gens sont évalués comme des options boursières et où les mariages sont traités comme des accords de fusion. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné, mes yeux fixant les siens. Tes parents doivent être si fiers. Tu es enfin devenu exactement ce qu'ils ont toujours voulu. Quelqu'un qui mesure la valeur humaine en termes de valeur stratégique. Le trajet de retour au Penthouse a duré 12 minutes. Je les ai passés à faire une liste mentale. Au moment où je me suis garé, j'avais déjà recherché des locations de vacances sur mon téléphone. Cannon Beach, Oregon. Un cottage sur la côte disponible. Immédiatement. Les photos montraient des murs en bois brut, des meubles dépareillés et une vue imprenable sur le Pacifique. Tout ce que Sterling aurait considéré comme en dessous de notre statut. J'ai commencé à faire mes valises. J'ai choisi des vêtements que Sterling avait toujours critiqués. Les jeans confortables qu'il disait trop décontractés. Les suites universitaires qu'il affirmait ne pas être appropriées pour quelqu'un dans notre position. Les vieilles baskets qu'il avait essayé de jeter parce qu'elles n'étaient pas de marque de créateur. Chaque article me semblait reprendre une partie de moi-même que j'avais progressivement abandonné. Je n'ai rien emballé de marque. Pas de talons coûteux. Je n'avais pas besoin d'être prête pour des funérailles impromptues ou un événement caritatif. J'avais juste besoin d'être Lana. Le Penthouse ressemblait à un musée alors que je le traversais une dernière fois. Chaque meuble soigneusement choisi, chaque œuvre d'art précisément placée, tout sélectionné pour projeter le succès et la sophistication. Rien de tout cela ne ressemblait à une maison. J'ai laissé mon trousseau de clés sur le comptoir en marbre, à côté de l'invitation au gala de ce soir qui ne portait que le nom de Sterling. Pas de mots, pas d'adieu dramatique, juste l'absence, nette et simple. Qu'il explique cela à ses conseillers stratégiques. Le trajet hors de Seattle m'a fait l'effet d'une expiration après avoir retenu mon souffle pendant 3 ans. Dans le rétroviseur, la ligne d'horizon de la ville rapetissait. Toutes ces tours de verre remplis de gens calculant la valeur des uns et des autres. J'ai conduit pendant des heures, l'autoroute de la côte Pacifique s'étendant devant moi alors que le crépuscule tombait. Mes phares coupaient le brouillard côtier, qui roulait comme une chose vivante. À des kilomètres de Seattle, j'ai finalement tourné sur le chemin de gravier qui menait au cottage. Le GPS de ma voiture peinait à maintenir le signal. Quand la petite maison en bois est apparue à travers la brume, perchée sur sa falaise comme un nid d'oiseau. Quelque chose dans ma poitrine s'est dénoué pour la première fois depuis des mois. Elena, la propriétaire, se tenait sur le porche, vêtue d'une salopette tachée de peinture et tenant une lanterne qui projetait une lumière chaude. C'est
Cheveux gris étaient tordus en un chignon désordonné maintenu par ce qui semblait être un pinceau. Son sourire ne portait aucun jugement, seulement un accueil. « Vous devez être Lana », a-t-elle dit, sa voix portant un léger accent. « Vous avez exactement l'air de quelqu'un qui a besoin de disparaître un moment. » La justesse de son observation aurait dû être déconcertante, mais au lieu de cela, elle a eu l'impression d'une permission. Elle m'a tendu les clés. Lourde et ancienne, puis a désigné une bouteille de vin rouge posée sur la balustrade du porche. Vignoble local, a-t-elle expliqué, pour tout ce que vous fuyez ou célébrez. Parfois, c'est la même chose. Le cottage ne ressemblait en rien à notre pentouse de Seattle. Les planchers craquaient, les fenêtres vibraient sous le vent. Mais quand j'ai posé ma valise et regardé par les fenêtres embuées de celles de l'océan infini, je me suis senti plus chez moi que je ne l'avais été depuis des années. Cette première nuit, je me suis assis sur le canapé chaud avec le vin d'Elena et j'ai écouté la conversation constante de l'océan avec le rivage. Aucun bruit de ville, aucune notification par email. Aucun discours d'entraînement de Sterling, juste le fracas rythmique des vagues. J'ai mis mon téléphone en mode avion et je l'ai enfoncé profondément dans ma valise. Le lendemain matin est arrivé avec un soleil agressif et le bruit des mouettes qui se disputaient. J'ai préparé du café dans l'ancienne cafetière à filtre, du genre qui demandait une attention réelle au lieu de simplement appuyer sur un bouton, et j'ai emporté ma tasse sur la terrasse. Le Pacifique s'étendait devant moi, infini et indifférent, ne se souciant pas des rapports trimestriels ou du positionnement stratégique. J'ai passé ce premier jour à marcher sur la plage jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. Je me suis arrêté pour examiner la spirale parfaite d'un coquillage. Le varech ressemblait à de la calligraphie. Mes doigts se sont souvenus comment utiliser le vieil appareil photo que j'avais apporté, celui que j'avais acheté à l'université quand je rêvais d'être photographe avant que Mackenzie ne me recrute. Le deuxième jour, j'avais établi une routine qui aurait horrifié Sterling. Me réveiller quand mon corps le décidait, café sur la terrasse. Longue promenade sans destination. Lire de vrais livres, ce que j'avais acheté il y a des années mais jamais ouvert parce qu'il y avait toujours un autre pitch deck à réviser, une autre présentation aux investisseurs à peaufiner. Le troisième matin, Elena est apparue sur ma terrasse, portant sa propre tasse de café et un carnet de croquis. Ça vous dérange si je me joins à vous? Nous nous sommes assises dans un silence confortable pendant un moment. Vous avez le regard, a-t-elle finalement dit, sans lever les yeux de son dessin de quelqu'un recalculant toute sa vie. C'est si évident? Je gère ce cottage depuis 15 ans. J'ai vu toutes sortes d'artistes de l'évasion. Cadres, divorcés, médecins épuisés, écrivains avec le blocage. Vous êtes dans la catégorie de ceux qui ont soudainement réalisé qu'ils vivaient la vie de quelqu'un d'autre. J'ai ri, surprise par l'amertume du son. Mon mari a décidé que je n'étais pas assez sophistiqué pour son nouveau cercle social. Plus précisément, je ne réponds pas aux critères pour assister au gala des investisseurs de son entreprise, celui pour l'entreprise que j'ai aidé à bâtir. Elena a reniflé, retournant à son croquis. Il a réussi et soudain, tu n'étais plus le bon type d'accessoire. Ses parents sont d'accord pour dire que je pourrais envoyer le mauvais signal aux investisseurs internationaux. Vous savez ce que j'aime dans l'océan? Il ne se soucie pas de votre valeur nette. Les vagues se brisent de la même façon pour les milliardaires et les artistes. La marée ne vérifie pas votre portefeuille avant d'arriver. 7. Après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai préparé un repas sans regarder l'heure, sans me soucier de savoir s'il serait assez beau pour les réseaux sociaux que Sterling insistait que nous maintenions. J'ai fait des pâtes au beurre et à l'ail et je les ai mangées sur la terrasse pendant que le soleil se couchait. Plus tard, j'ai trouvé un journal vide jauni. J'ai commencé à écrire.
Au début, c'était à propos de Sterling, de la blessure, de l'humiliation, mais progressivement d'autres choses ont émergé. L'entreprise de photographie que j'avais rêvé de lancer. Le roman que j'avais esquissé mais jamais écrit parce qu'il y avait toujours un autre pitch deck à revoir, une autre présentation aux investisseurs à peaufiner. Le poste d'enseignante que j'avais refusé parce que Sterling avait dit que nous devions nous concentrer sur notre entreprise. Sauf que cela n'avait jamais été notre entreprise. C'était son entreprise que j'avais aidé à bâtir. Son rêve que j'avais soutenu. Quelque part au cours de ces 3 années de codage et de feuilles de calcul. J'avais oublié que j'avais aussi des rêves. Des rêves qui n'impliquaient pas d'introduction en bourse ou de valorisation boursière. Le 4e matin est devenu le 4e soir. J'étais assise sur la terrasse. Avec un verre du vin d'Elena. 7 octobre, 19h15. À 400 miles de là, les portes de la grande salle de bal de l'hôtel Fairmont Olympique s'ouvriraient pour le gala. Des investisseurs de Nexus Technologies. Je pouvais l'imaginer parfaitement. La salle de bal transformée avec l'éclairage précis que nous avions choisi. Les arrangements floraux du fournisseur que j'avais recherché, les cocktails. Signatures que j'avais suggérées en fonction des préférences des investisseurs allemands que j'avais découvertes par une enquête minutieuse de leurs événements précédents. Chaque détail portant mon empreinte invisible tandis que ma présence réelle avait été jugée inappropriée. Mon téléphone était posé face contre terre. Sur la table en bois, toujours en mode avion. Mais la curiosité, ce terrible défaut humain, a commencé son démangeaison familière. Et si quelque chose avait mal tourné avec le traiteur? Et si la présentation de Sterling avait des difficultés techniques? À 19h43, j'ai allumé mon téléphone. L'écran a explosé. Immédiatement. Le son de notification est devenu un bourdonnement continu alors que les messages affluaient plus vite que l'appareil ne pouvait les traiter. 26. Appel manqué, 42 SMS, 17 emails marqués, urgent. Le téléphone s'est même réchauffé dans ma main. Le nom de Gwendaline dominait les appels manqués. Ces SMS ont commencé de manière professionnelle et ont sombré dans le chaos. Lana. S'il te plaît, rappelle quand tu verras ça. Quelque chose s'est passé avec les investisseurs allemands. Sterling a besoin que tu l'appelles immédiatement. Appelle-moi maintenant. Tout est en train de s'écrouler. Où es-tu? C'est fou. Les investisseurs partent. Sterling est en train de faire une crise. Puis, quelque chose qui m'a fait me redresser. Un SMS de Prudence Morrison. En 7 ans de mariage, ma belle-mère ne m'avait jamais contacté directement. Urgence familiale grave. Vous devez appeler immédiatement. J'ai appelé Gwendaline en premier. Elle a répondu avant même la fin de la première sonnerie. Dieu merci. A-t-elle haleté. J'entendais le chaos en arrière-plan. Des voix qui s'élevaient, des chaises qui raclaient, quelqu'un criant à propos du contrôle. Des dommages. Lana, où étais-tu? Tout est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands sont arrivés. Les documents de diligence. Oh mon Dieu, Lana. J'ai essayé de prévenir Sterling, mais il n'a pas voulu écouter. J'ai essayé de garder ma voix stable. Gwendaline, ralentit. Qu'en est-il des documents? Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. Tu sais ce jeune analyste que Sterling a embauché le mois dernier. Kevin quelque chose. On lui a demandé de compiler le dossier de due diligence. Pour les investisseurs allemands. Sterling lui a dit d'être minutieux, d'inclure tout ce qui montrait l'excellence opérationnelle de Nexus. Mon estomac s'est noué. Et il a tout inclus. Lana, tout. La voix de Gwendaline a baissé. Toutes les communications internes concernant le gala de ce soir, les documents budgétaires, les échanges de mai,
y compris le document de considération stratégique qui te répertoriait comme exclu pour ne pas répondre aux critères. Et y compris l'email de Sterling au conseil d'administration où il a écrit. Elle a fait une pause, et j'ai entendu des papiers froissés. Où il a écrit. La présence de ma femme pourrait envoyer le mauvais signal concernant notre sophistication d'entreprise. Après consultation avec mes conseillers familiaux, nous avons déterminé que sa présence ne correspondrait pas à notre positionnement pour l'investissement international. Le verre de vin m'a glissé des mains, se brisant sur la terrasse. Le liquide rouge s'est étalé sur le bois. Patiné comme du sang. Les Allemands l'ont vu, a murmuré Gwendaline. Karine Hoffmann elle-même, tu sais, l'associée gérante de Rhin Technique Venture, celle qui contrôle 2 milliards d'actifs. Elle examinait les documents pendant l'heure du cocktail. Sterling était au milieu de sa présentation sur les valeurs et la culture d'entreprise de Nexus quand elle s'est levée. Elle s'est levée devant tout le monde. L'ANA, 200 personnes, tous les principaux investisseurs, tout le conseil d'administration. Elle a levé sa tablette avec le document affiché et a dit je n'exagère pas, elle a dit, Monsieur Morrison, pourriez-vous expliquer pourquoi votre femme, qui selon l'historique de votre entreprise a contribué à la création de cette plateforme, a été exclue de l'événement de ce soir pour ne pas répondre aux critères de sophistication? Je me suis effondré dans la chaise longue, mes jambes soudainement incapables de me soutenir. La pièce est devenue silencieuse, a poursuivi Gwendaline. Sterling a essayé d'expliquer, a dit que c'était sorti de son contexte, que c'était une décision mutuelle. Et puis Karine a dit oh mon Dieu, tout le monde l'a entendu nous n'investissons pas dans des entreprises dont les dirigeants traitent les gens comme des passifs stratégiques. Si c'est ainsi que vous valorisez la personne qui a contribué à la création de votre entreprise, comment traiterez-vous les autres parties prenantes lorsque cela deviendra opportun? Elle a dit ça dans le microphone. Ces mots ont résonné dans la salle de bal. Puis elle a fermé son portefeuille, s'est levée et est partie. Toute son équipe l'a suivie. 6 autres entreprises internationales sont parties avec eux. Les Américains sont toujours là, mais ils sont tous au téléphone avec leur conseil d'administration. La presse était invitée ce soir. Des blogueurs tech. Des journalistes financiers. Quelqu'un a déjà publié à ce sujet sur Twitter. C'est tendance. Le titre est « Nexusco » exclut sa femme du gala pour manque de sophistication d'entreprise. J'ai finalement regardé mes propres notifications, des messages de numéros que je ne reconnaissais pas, des demandes LinkedIn, même un SMS de ma colocataire d'université me demandant si j'avais vu les nouvelles. Gwendaline a ajouté un dernier détail avant le départ de Karine. Elle est passée devant Sterling et a dit assez fort pour que les autres entendent, le succès qui exige de rabaisser ceux qui vous ont aidé à l'atteindre n'est pas un succès. C'est juste de l'ego avec un plan d'affaires. C'est ma nouvelle héroïne. Gwendaline a raccroché, me laissant seul avec le verre brisé et le bruit assourdissant des vagues. J'ai regardé les notifications. S'accumuler, 57 SMS non lus, 31 appels manqués, les emails se multipliant. Comme un virus. Les applications d'actualité financière ont commencé à envoyer des alertes. L'action Nexus Technologies chute après la clôture du marché. La firme d'investissement allemande se retire de l'accord Nexus. Urgent? Plusieurs investisseurs quittent le gala Nexus suite à une fuite de documents. Mon téléphone a sonné. La photo de Sterling est apparue, celle de notre mariage. Où il avait l'air jeune et reconnaissant. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. J'ai finalement commencé à écouter les messages vocaux. À 20h47. Le premier message de Sterling portait encore sa voix de PDG contrôlée et mesurée. Lana, nous avons une situation qui nécessite une gestion immédiate. Il y a eu un malentendu concernant la documentation de ce soir. Rappelle-moi pour que nous puissions coordonner notre réponse. Cela nous concerne tous les deux.
60 mots. Le deuxième message, horodaté 12 minutes plus tard, montrait des fissures. Lana, je sais que tu reçois ces messages. Les investisseurs allemands se sont retirés. La presse est impliquée. Nous devons présenter un front uni. S'il te plaît, appelle-moi. 40 mots. Au troisième message, sa voix était urgente. Lana, s'il te plaît. Le conseil d'administration se réunit en ce moment. Il parle de ma démission. 3. Autres entreprises viennent de se retirer. C'est 280 millions de dollars d'engagements qui ont disparu. Tu dois m'aider à expliquer cela. Dis-leur que c'était ton choix de ne pas venir. 68 mots. Le quatrième message a abandonné. Tout semblant. Lana, s'il te plaît. TechCrunch a publié l'histoire. C'est partout. Mon téléphone ne s'arrête pas journaliste, investisseur, le conseil. Ils disent que j'ai détruit la réputation de l'entreprise. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Pas après tout ce que nous avons construit. 60 mots. Le cinquième message était à peine reconnaissable comme celui de Sterling, crevé. Vaincu. L'action est en baisse de 38%. 38%. Lana, comprends-tu ce que tu as fait? Le conseil est en panique. Nous avons besoin que tu dises que c'était mutuel. S'il te plaît, je t'en supplie. 47 mots. Je suis passé au message vocal suivant. La voix de Leland Morrison a rempli mon oreille. Froide. Menaçante. Lana, c'est Leland. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais vous détruisez la réputation de notre famille. La carrière de Sterling est en ruine. Prudence est bombardée d'appels de nos associés. Si vous ne publiez pas immédiatement une déclaration soutenant Sterling, j'engagerai toutes les voies légales disponibles. Cette destruction vindicative prend fin maintenant. 80 mots. Destruction vindicative. Comme si j'avais orchestré ça. Comme si j'avais écrit les documents qui m'excluaient. Le message suivant m'a fait rire, un rire sec et amer. La voix de Prudence, essayant d'être chaleureuse, mais n'atteignant que la condescendance. Lana, ma chère, nous pouvons sûrement gérer ça comme des adultes. Oui, il y a eu des malentendus regrettables concernant l'événement de ce soir, mais ce n'est pas une raison de laisser la carrière de Sterling brûler. Sûrement, vous pouvez mettre de côté vos sentiments pour le bien de la réputation familiale. Nous vous avons toujours accueilli malgré les différences de nos origines. Ne laissez pas l'orgueil tout détruire. Rappelez-moi pour que nous puissions élaborer une réponse appropriée. 108 mots. Le message suivant venait de David Winters, président du conseil d'administration de Nexus, l'homme qui m'avait autrefois appelé l'arme secrète de Sterling. J'ai écouté avec une incrédulité croissante. Lana, David Winters ici. Je vous appelle avec une proposition qui pourrait bénéficier à tout le monde. Le conseil est prêt à vous offrir un contrat de conseil de 200 000 $ pour 6 mois de travail consultatif. Des tâches réelles minimales. En échange, vous signeriez un NDA standard et publieriez une déclaration précisant que vous avez choisi de ne pas assister à l'événement de ce soir pour vous concentrer sur des projets personnels. Cela protège les intérêts de chacun et nous permet à tous d'aller de l'avant. Rappelez-moi dans l'heure. 121 mots, un pot de vin. Ils essayaient d'acheter mon silence. 200 000 $ pour accepter que j'étais exactement ce qu'ils avaient prétendu. Inutile, peu sophistiquée, mieux absente. Je suis resté là, regardant les chiffres grimper. Des emails de Forbes, du Wall Street Journal, de Bloomberg. Chaque journaliste sentait le sang dans l'eau. La batterie de mon téléphone est passée de 60 à 40% juste en traitant les messages entrants. Ah.
Travers tout cela, j'ai regardé l'océan. Il a continué son rythme ancien. Complètement indifférent à l'implosion qui se déroulait à 400 mètres de là. Les vagues se brisaient et se retiraient, indifférentes au cours des actions et aux réputations d'entreprise. Un autre message vocal de Sterling. Sa voix était creuse, vaincue. Lana, les autres investisseurs partent. Tous. Le gala entier se termine 2 heures plus tôt. Maman et papa sont partis sans dire au revoir. Je suis dans une salle de bal vide qui nous a coûté $40 000 à louer. S'il te plaît, dis-moi juste ce que tu veux. Que faudra-t-il pour que tu m'aides? Qu'est-ce que je voulais? La question semblait trop grande. Je voulais récupérer les 3 dernières années. Je voulais le mari qui avait pleuré de joie quand notre premier client a signé. Je voulais la vie que nous avions prévue avant que le succès n'ait réécrit toutes nos définitions. J'ai réalisé que je ne voulais rien de Sterling ou de sa famille ou de Nexus Technologies. Je ne voulais pas d'excuses ou du contrat de conseil que David Winters avait agité. Comme une carotte. Je ne voulais même pas de vengeance. Pas vraiment, parce que la vengeance exigeait de se soucier du résultat. Je voulais le silence. Ils voulaient que je participe à leur panique. Chaque appel, chaque SMS, chaque message vocal était une invitation à rejoindre leur chaos, à les aider à gérer les conséquences des décisions qu'ils avaient prises concernant ma valeur. Même le pot de vin de David supposait que je pouvais être ramené dans leur récit. Pour le bon prix. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et je l'ai maintenu. Enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université avant que les smartphones ne deviennent des extensions de nos corps. J'ai trouvé un petit tournevis dans le tiroir de la cuisine du cottage, j'ai retiré le panneau arrière du téléphone et j'ai sorti la batterie. L'appareil est devenu juste un rectangle de verre et de métal. Inoffensif et silencieux. La séparation physique était significative. Ce n'était pas seulement le mode avion, qui pouvait être annulé d'un simple glissement. Cela nécessitait une action délibérée pour inverser une barrière entre moi et la tentation de vérifier un message de plus pour assister à l'effondrement continu de tout ce qu'il avait construit en m'en excluant. Je suis resté là, regardant la lumière s'estomper sur le Pacifique. J'avais choisi le silence au lieu de l'engagement. J'avais choisi la paix au lieu de la panique. Je veux que vous compreniez toutes et tous que ce fut le moment charnière. Ce fut mon choix de me reprendre en main. Si vous écoutez toujours à ce stade, aidez-moi s'il vous plaît en aimant cette vidéo et en commentant le numéro ainsi dessous. Cela me fait savoir que vous êtes géniaux et que je comprends que vous m'accompagnez tout au long de ce voyage. Votre aide est un énorme encouragement et me réjouit. Vraiment. Veuillez commenter le numéro 1 afin que je puisse vous reconnaître. Et maintenant, veuillez écouter la suite de mon histoire. L'obscurité était profonde maintenant. J'ai versé un autre verre de vin. Les morceaux de verre brisés de tout à l'heure jonchaient encore la terrasse, captant la dernière lumière comme des grenades éparpillées. Je les nettoierai demain. Ce soir, je voulais juste m'asseoir avec ce soulagement étrange et troublant. Vers minuit, j'ai entendu des pas sur le chemin de gravier. Elena est apparue, portant un thermos et vêtue d'un épais cardigan par-dessus ses vêtements tachés de peinture. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage, au téléphone démembré sur la table et s'est installée sur l'autre chaise sans demander la permission. Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, a-t-elle demandé, versant quelque chose de chaud et de parfumé de son thermos dans une tasse qu'elle m'avait apportée. J'ai réalisé que c'était quelque chose d'herbe qui sentait le réconfort. Je ne suis pas encore sûr, ai-je dit honnêtement. Puis, parce que l'obscurité et sa présence rendait l'honnêteté plus facile, j'ai ajouté, l'entreprise de mon mari vient de s'effondrer lors d'un gala où je n'étais pas invité. Des investisseurs sont partis.
Sa carrière est probablement terminée et je suis assise ici, ressentant quelque chose qui n'est pas tout à fait du bonheur mais qui n'est pas non plus de la tristesse. Du soulagement, a dit Elena. Simplement. Vous ressentez du soulagement. Je l'ai regardée, cette femme que je connaissais depuis moins d'une semaine, et j'ai senti des larmes monter. Pas les larmes chaudes et furieuses que j'avais versées à Seattle, mais des larmes plus fraîches, presque purificatrices. Je devrais me sentir mal, ai-je dit. Je devrais vouloir l'aider, ou du moins avoir pitié de lui. Mais je n'arrête pas de penser à quel point il fait calme ici. À quel point l'océan ne se soucie de rien de tout ça. Elena est restée silencieuse un instant, sirotant son thé. Puis elle a dit, j'ai quitté un cabinet d'avocat il y a 15 ans. Un cabinet chic de Manhattan où j'avais passé une décennie à travailler 100 heures par semaine. Je venais de leur faire gagner leur plus grosse affaire, une entreprise pharmaceutique. 9 chiffres en jeu. Elle a fait une pause et j'ai vu le souvenir se jouer sur son visage. Je pensais que c'était une question d'association. On m'avait promis le poste. Au lieu de cela, l'associé gérant m'a dit que je n'étais pas du matériel pour un associé. Il a dit que j'étais brillante au tribunal, mais que je manquais de la touche et de la présentation que leurs clients attendaient. Trop intense, trop concentré sur le travail au lieu de la performance. Il a suggéré que je serais peut-être plus heureuse dans un plus petit cabinet où les attentes étaient différentes. Après que vous ayez gagné les millions, ai-je dit, après que j'ai gagné les millions. A-t-elle confirmé. Alors, je suis parti ce jour-là, j'ai fait mes valises. Cette semaine-là, et j'ai traversé le pays jusqu'à ce que je trouve cet endroit. J'ai acheté le cottage avec mes économies, j'ai commencé à peindre, et je ne suis jamais revenu. Ils vous ont appelé? Ont-ils essayé de vous récupérer? Ai-je demandé. Elena a souri, le genre de sourire qui contenait des années de sagesse acquise. Ils ont appelé pendant des mois. L'affaire que j'avais commencé a eu des complications. Le client n'était pas satisfait de l'avocat remplaçant. Ils m'ont offert le poste d'associé principal, mon nom sur la porte. Je n'ai jamais répondu. Finalement, ils ont arrêté d'appeler. Elle s'est penchée en avant. Vous savez ce que j'ai appris? Le silence est la réponse la plus puissante aux personnes qui ont fondamentalement mal compris votre valeur. Ils s'attendent à de la colère, de la douleur ou à une négociation, mais le silence les force à assumer leurs décisions sans votre participation. J'ai hoché la tête lentement. Cet acte simple, retirer la batterie, avait été mon ultime acte de force. La semaine à Cannon Beach s'est étirée sur 8 jours. Puis 10. Chaque matin, je me réveillais au son des vagues et à l'absence d'urgence. Le 11e matin, je me suis réveillé avec une sensation différente, une clarté que le silence avait fait son travail. Je savais ce que je voulais. Maintenant, j'avais besoin de voir ce qui restait de la vie que j'avais laissée derrière moi. Le trajet de retour à Seattle m'a semblé plus long que l'évasion. Les arbres le long de l'autoroute étaient dépouillés de leurs feuilles, tout rendu dans des nuances de gris qui correspondaient à mon incertitude. J'ai rallumé mon téléphone ce matin-là, le laissant charger pendant que je faisais mes valises, mais je n'ai pas regardé les messages. La ville est apparue sous la pluie vers 16 heures. J'y avais vécu pendant 7 ans, mais en conduisant vers notre Penthouse, je me sentais comme une touriste. Le parking souterrain de notre immeuble a raconté la première histoire. Je me suis garé à ma place désignée. J'ai remarqué que le Tesla de Sterling avait disparu. À sa place, rien, juste du béton vide marqué des légères traces de pneus de son départ. Je suis resté dans ma voiture un long moment, moteur éteint, essayant de me préparer à ce qui m'attendait à l'étage. J'ai réalisé que je n'avais pas peur de lui. J'avais peur du vide. Le Penthouse semblait abandonné dès que j'ai ouvert la porte. Tous les
Meubles restaient. Toutes les œuvres d'art soigneusement choisies étaient toujours accrochées au mur, mais creuses d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'occupation physique. L'air était vicié. J'ai traversé lentement la pièce, notant les petites absences qui marquaient son départ. Ses articles de toilette avaient disparu de la salle de bain, le placard était à moitié vide là où ses costumes avaient été accrochés. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé une seule enveloppe avec mon nom écrit d'une écriture que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce, le langage formel et froid. Des différences irréconciliables apparaissaient à plusieurs reprises, chaque instance une traduction bureaucratique de 3 ans d'effacement graduel. Il n'y avait pas de mots. Sterling avait communiqué sa décision finale par l'intermédiaire de son avocat, maintenant sa distance professionnelle même dans la dissolution de notre mariage. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la colère, du chagrin, ou même du soulagement. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une curiosité lointaine, comme si je lisais le divorce de quelqu'un d'autre. Les papiers ne demandaient rien de déraisonnable. Le partage des biens serait négocié. Le bail du Pentouse était aux 2 noms. Tout pouvait être géré par des avocats. Aucune communication directe n'était requise. J'ai laissé les papiers sur le comptoir et j'ai regardé les lumières de la ville commencer à s'allumer. Quelque part là-bas, Sterling vivait dans un appartement d'entreprise, probablement encore en train de pratiquer sa présence exécutive. La pensée ne m'apportait aucune satisfaction, aucune justification. C'était simplement ainsi. Le lendemain matin, j'ai rencontré Catherine Wright, l'avocate que l'ami d'Elena avait recommandée. Son bureau occupait une suite modeste, loin des tours étincelantes où résidaient les cabinets d'élite de Seattle. Le mobilier était confortable plutôt qu'impressionnant. J'ai examiné la demande de divorce, a dit Catherine une fois que nous nous étions installés avec un café. Un langage simple, pas de demandes inhabituelles, mais je pensais que vous devriez savoir ce qui s'est passé avec Nexus Technologies depuis l'incident du gala. Elle a sorti un dossier épais de nombreux articles imprimés et de documents financiers. La première page montrait un graphique de la valorisation boursière de Nexus, la ligne chutant comme une falaise après le 7 octobre. Une baisse de 40% de la valorisation, a poursuivi Catherine, son doigt traçant la descente. 3 membres du conseil d'administration ont démissionné, y compris votre ancien beau-père, Leland Morrison. L'entreprise a perdu non seulement l'investissement allemand, mais aussi 2 autres firmes internationales. Un retrait total de capital d'environ 400 millions de dollars. J'ai fixé les chiffres. 400 millions de dollars. Le chiffre me semblait abstrait, trop grand pour être lié aux petites décisions qui avaient mené à cela. Le poste de Sterling, ai-je demandé. Toujours PDG techniquement, mais le conseil d'administration lui a retiré plusieurs autorités clés. Il est essentiellement un homme de paille maintenant pendant qu'il recherche un nouveau dirigeant. Elle a fait une pause. Ses parents, Prudence et Leland, ont retiré leur soutien financier 2 jours après le gala. Selon mes sources, Prudence Morrison a dit à plusieurs personnes de son country club qu'ils devaient protéger leurs autres investissements de toute association avec le scandale. L'ironie était lourde. Prudence, qui avait été si préoccupée par ma présence en voyant le mauvais signal aux investisseurs, avait elle-même envoyé le signal le plus clair possible en abandonnant son fils lorsque sa réputation est devenue un fardeau. Il y a plus, a dit Catherine, faisant glisser un autre document sur son bureau. Les plans d'expansion internationale ont été suspendus indéfiniment. Les bureaux de Londres et de Singapour qui devaient ouvrir le trimestre prochain ont été annulés. Plusieurs employés clés sont partis pour des concurrents. Combien d'employés? 43 au cours des 10 derniers jours, y compris la plupart de l'équipe d'ingénieurs d'origine qui a construit la plateforme avec vous.
Sterling. J'ai pensé à ces bons ingénieurs qui avaient accepté des réductions de salaire pour rejoindre une start-up, travaillant des heures impossibles parce qu'ils croyaient en ce que nous construisions. Maintenant, ils partaient. Mon téléphone a sonné. Le nom de Gwendaline. J'ai répondu, la mettant sur haut-parleur avec la permission de Catherine. Lana, Dieu merci, a dit Gwendaline, sa voix tendue par le stress. Tu es de retour à Seattle? On peut se rencontrer? Le bureau ressemble à un cimetière. La moitié des bureaux sont vides. Ceux qui ne sont pas vides sont occupés par des gens qui mettent à jour leur profil LinkedIn. Sterling. Il quitte à peine son bureau. Quand il le fait, il a l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Prudence et Leland ne sont pas venus à une réunion du conseil depuis que le scandale a éclaté. Les gens disent qu'ils sont trop embarrassés pour montrer leur visage. J'ai organisé un rendez-vous avec Gwendaline pour prendre un café cet après-midi-là. Dans un petit endroit près de Pike Place Market, choisissant délibérément un endroit éloigné des bureaux de Nexus. Gwendaline avait l'air épuisée à son arrivée, son apparence parfaite adoucie par des cernes sous les yeux. Nous avons trouvé une table dans un coin où nous pouvions parler sans être entendus. Elle est en train de mourir, a-t-elle dit sans préambule. L'entreprise. J'ai déjà traversé des acquisitions et des licenciements, mais c'est différent. C'est comme regarder quelque chose pourrir de l'intérieur parce que les fondations étaient corrompues depuis le début. Elle a fait une pause pour siroter son café. Les investisseurs exigent activement la démission de Sterling. Pas de suggestion, une exigence. Les membres restants du conseil d'administration essaient de trouver comment le révoquer sans déclencher la clause de son contrat qui lui donnerait une énorme indemnité de départ. Il pense que c'est une question de relations publiques, de gestion d'un récit. Ai-je observé? Exactement. Il ne comprend pas que les gens ont vu exactement qui il est et ont décidé qu'ils ne voulaient pas faire affaire avec cette personne. Mon téléphone a vibré avec une notification par email. Le nom de l'expéditeur m'a fait marquer une pause. Karin Hoffman, l'investisseuse allemande dont le départ avait tout déclenché. La ligne d'objet disait simplement, une conversation qui vaut la peine d'être menée. Je l'ai ouvert. Pendant que Gwendaline regardait. Curieuse. Le message était bref et direct. Mademoiselle Morrison, j'espère que ce message vous trouve bien. Je tenais à vous contacter personnellement suite aux événements du 7 octobre. J'ai suivi votre carrière et vos contributions à Nexus Technologies, et je crois que vous avez été systématiquement effacé d'un récit que vous avez contribué à créer. J'aimerais discuter du financement d'un cabinet de conseil sous votre direction. Toute personne qui a contribué à bâtir une entreprise à partir de rien tout en étant rabaissée à chaque tournant mérite d'avoir la chance de bâtir quelque chose où sa valeur est reconnue. Je serai à Seattle la semaine prochaine si vous êtes disponible pour une rencontre. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Gwendaline, qui l'a lu une fois et a éclaté de rire. Le son légèrement hystérique de quelqu'un qui attendait de bonnes nouvelles dans un désert de catastrophe. Oh mon Dieu, a dit Gwendaline, essuyant une larme de son œil. Karin Hoffman veut te financer. Elle contrôle 2 milliards de dollars d'actifs. Elle ne fait pas d'offres occasionnelles. L'email est resté sur l'écran de mon téléphone, brillant de possibilités. Quelque part à travers la ville, Sterling passait des appels désespérés qui restaient sans réponse. Son empire s'effondrait sous le poids des décisions prises en consultation avec des conseillers familiaux qui avaient valorisé la sophistication plutôt que la substance. Et ici, dans un modeste café, loin des tours de l'ambition, quelqu'un m'offrait la chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose où ma valeur n'aurait pas besoin d'être défendue parce qu'elle serait fondamentale. Pour les fondations. J'ai regardé Gwendaline, puis l'email, et j'ai senti quelque chose changer en moi.
Pas de vengeance, pas de justification, juste la reconnaissance tranquille que parfois la réponse la plus élégante à l'effacement est de devenir impossible à ignorer. J'ai tapé ma réponse là, dans le café, mes pouces se déplaçant sur l'écran du téléphone pendant que Gwendaline regardait. Avec une excitation à peine contenue. Le message était simple, professionnel. Acceptant son offre de rencontre la semaine suivante. Quand j'ai appuyé sur envoyer, Gwendaline a tendu la main sur la table et a serré la mienne. La rencontre avec Karine a eu lieu dans une salle de conférence d'hôtel surplombant Elliott Bay, un terrain neutre. Elle est arrivée exactement à l'heure, sa présence imposante sans être agressive, vêtue d'un tailleur sur mesure qui parlait de qualité plutôt que d'ostentation. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, a-t-elle dit. J'ai fait mes recherches sur vos contributions à Nexus Technologies, l'architecture initiale de la plateforme, la stratégie d'acquisition de clients d'entreprise, le financement relais qui a maintenu l'entreprise en vie au 6e mois. Tout est documenté dans les premières déclarations avant que quelqu'un ne décide de modifier le récit. Elle a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents dont j'avais presque oublié l'existence, des présentations initiales aux investisseurs avec mon nom figurant comme cofondatrice, des chaînes de mails montrant mes contributions techniques. Même une photographie de Sterling et moi ensemble dans notre bureau de garage. C'est la personne que vous étiez avant d'être effacé, a poursuivi Karine. Je veux financer la société de conseil qui vous permet d'être à nouveau cette personne. Non pas au service de la vision de quelqu'un d'autre, mais pour construire la vôtre. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau au 7e étage d'un immeuble à Fremont, loin des tours du centre-ville. L'espace était modeste. 3 pièces avec de grandes fenêtres donnant sur le Puget Sound. Mon nom était sur la porte en lettres simples, Morrison Strategic Consulting. J'avais gardé le nom de famille de Sterling, non par sentimentalité, mais parce qu'il était toujours légalement le mien, et le changer me semblait lui accorder plus d'attention qu'il n'en méritait. De plus, il y avait une certaine poésie à bâtir. Quelque chose de réussi sous le même nom qu'il avait tenté d'exclure de ses réalisations. Le cabinet a été lancé discrètement en avril. Karine avait tenu parole, fournissant un financement de démarrage et me mettant en contact avec des fondateurs qui privilégiaient la substance à la performance. En 2 mois, j'avais 3 clients importants. Le premier était une start-up biotechnologique. Fondée par une femme, une entreprise développant des outils de diagnostic. La fondatrice, le Dr Sarah Chin, a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un qui comprenait ce que cela signifiait de construire quelque chose de réel tout en étant entouré de gens plus intéressés par les apparences. Je l'ai aidé à structurer sa présentation de série A, la mettant en contact avec des investisseurs qui posaient des questions sur sa science avant de poser des questions sur son pédigré. Le deuxième client est venu par Gwendaline, qui avait finalement quitté Nexus en mars. Elle a rejoint une start-up fintech à un stade intermédiaire et m'a recommandé à leur PDG, qui avait besoin d'aide pour naviguer dans l'expansion sans perdre la culture qui les avait rendus prospères. Je les ai aidés à se développer sans sacrifier les valeurs qui avaient attiré leurs premiers employés. Le troisième était une organisation à but non lucratif, axée sur l'éducation technologique dans les communautés mal desservies. Un travail modestement rémunéré mais qui avait une importance que Nexus n'avait jamais eue. La directrice générale m'a dit qu'elle voulait quelqu'un qui comprenait que l'impact ne se mesurait pas toujours en valorisation et en stratégie de sortie. Mon bureau était meublé simplement. Un bureau solide que j'avais trouvé lors d'une vente aux enchères, des chaises confortables pour les clients, des bibliothèques contenant des textes sur la stratégie et le leadership aux côtés de romans. Sur un mur étaient accrochés plusieurs des peintures abstraites vibrantes d'Elena, un rappel de Cannon Beach. Mais la pièce
La plus importante était posée sur mon bureau dans un cadre simple, une photographie que j'avais prise cette nuit d'octobre, le coucher de soleil sur le Pacifique, brillant comme une braise. L'image ne contenait pas de personne, pas de logo d'entreprise, pas de marqueur de succès ou d'échec. Je regardais cette photo tous les matins. C'était un rappel que la forme la plus élégante d'aller de l'avant n'était ni dramatique ni calculée. C'était simplement bâtir quelque chose de vrai. Tandis que d'autres découvraient les conséquences de leur propre choix, des nouvelles de Sterling me parvenaient occasionnellement par des canaux professionnels, le genre d'informations qui circulaient au sein de la communauté technologique de Seattle. Il est resté PDG de Nexus Technologies. Bien que l'entreprise qu'il dirigeait ressemblait peu à ce que nous avions construit ensemble, la valorisation s'était stabilisée à environ 40% de son sommet. Les plans d'expansion internationale sont restés suspendus. En mai, Gwendaline m'a transmis une annonce du Seattle Times avec un seul mot de commentaire. Waouh! Sterling s'était fiancé à Vanessa Hartley, fille d'une éminente famille de Seattle dont la richesse précédait les booms technologiques. Prudence avait été citée dans l'annonce décrivant Vanessa comme issue d'une bonne famille qui comprend vraiment notre monde. J'ai étudié la photo de fiançailles, cherchant des traces de l'homme que j'avais épousé. Sterling se tenait dans son costume de créateur, Vanessa à ses côtés. Tous deux souriaient, les sourires prudents de personnes qui comprenaient qu'elles se produisaient pour un public. Il avait apparemment obtenu tout ce qu'il voulait. La bonne épouse, le titre de PDG, l'approbation qualifiée de sa mère. Mais l'image avait une vacuité que même la photographie professionnelle ne pouvait dissimuler. Selon les sources de Gwendaline, Sterling allait toujours au bureau. Tous les jours, portait toujours ses cravates Hermès, mais il dirigeait une entreprise qui avait perdu son élan et son âme. La culture innovante que nous avions cultivée à l'époque avait été remplacée par une aversion prudente au risque. La position sociale de la famille Morrison avait changé, causant à Prudence une détresse particulière. Prudence et Leland s'étaient discrètement retirés de plusieurs comités de country club. Leur célèbre fête de fin d'année, qui avait autrefois attiré 200 invités, s'était réduite à un modeste dîner. Leland avait été entendu dans un restaurant, nous n'aurions jamais dû encourager les ambitions de Sterling au-delà de ses capacités. Une déclaration qui révélait plus sur les valeurs de la famille Morrison que n'importe quelle présentation publique soignée n'avait jamais fait. Quand le succès était assuré, ils avaient revendiqué le mérite de la vision de Sterling. Quand elle a vacillé, ils l'ont blâmé d'avoir visé au-delà de sa position. La famille qui m'avait jugé insuffisamment sophistiquée était elle-même devenue prudente quand, aux apparitions publiques, je me suis détourné de mon ordinateur et j'ai regardé le Puget Sound, observant un ferry traverser l'eau. Mon téléphone était posé sur le bureau à côté de la photographie de Cannon Beach, silencieux sauf pour les appels professionnels légitimes. Pas de messages vocaux désespérés, pas de panique. Elena était venue le mois dernier. Elle avait traversé le bureau et avait simplement dit, tu l'as fait. Tu as construit quelque chose qui est vraiment à toi. J'avais appris quelque chose d'important pendant cette semaine. Sur la côte. La vengeance la plus élégante n'était ni planifiée ni exécutée avec une stratégie minutieuse. Il ne s'agissait pas de faire souffrir quelqu'un. C'était plus simple que cela. C'était construire une vie si solidement ancrée dans vos propres valeurs que les jugements des autres devenaient insignifiants. C'était trouver la paix dans la distance entre ce qu'ils avaient décidé que vous étiez et ce que vous étiez réellement devenu. Sterling avait son titre et sa fiancée appropriée et l'approbation qualifiée de sa mère. Il portait ses costumes de créateur dans un bureau qui se vidait de plus en plus chaque trimestre, ayant acquis l'apparence du succès tout en perdant tout ce qui l'avait rendu significatif. Et je suis assise dans mon modeste bureau, aidant les fondateurs à se souvenir que les personnes qui construisent l'échelle
Mérite aussi d'y grimper. Travailler avec des clients qui valorisent la substance plutôt que la sophistication, construire quelque chose qui semble vrai. L'océan ne se souciait pas des cercles d'élite ou du positionnement stratégique. Il conservait simplement son rythme ancien, indifférent à l'ambition humaine. J'avais appris à porter cette indifférence en moi, non pas comme de la froideur, mais comme de la liberté. La liberté de construire sans se produire. De réussir sans rabaisser les autres, de trouver la paix en étant simplement suffisante exactement telle que j'étais. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si cela a résonné en vous, si vous savez ce que c'est d'être sous-estimé puis de trouver votre propre chemin, veuillez appuyer sur ce bouton. J'aime. Faites-moi part de votre moment de justification préféré dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Cela aide cette chaîne plus que vous ne le savez. Tandis que les vagues continuent leur danse intemporelle. Avec le rivage, cette histoire nous laisse avec une profonde vérité. La mesure de notre valeur n'est jamais dictée par les perceptions des autres ou leurs définitions éphémères du succès. Elle nous rappelle que la vraie valeur réside dans l'authenticité, la résilience et le courage de se reprendre en main lorsque le monde tente de nous rabaisser. Le voyage de Lana nous enseigne que parfois, s'éloigner de ce qui ne nous sert plus est le pas le plus courageux vers la paix et le sens. Dans la vie, il y aura toujours des voix qui tenteront de définir qui nous sommes ou à quoi nous appartenons. Mais le pouvoir de décider de notre chemin, de notre identité et de notre valeur repose uniquement en nous. Les victoires les plus significatives ne se trouvent pas dans la vengeance ou la validation des autres, mais dans la force tranquille de construire une vie qui s'aligne sur nos valeurs et nos aspirations. Qu'en est-il de vous? Avez-vous déjà été confronté à des moments où vous avez dû redécouvrir votre valeur et reconstruire votre chemin? Partagez vos réflexions ci-dessous ou commentez. Simplement, bon, si cette réflexion résonne en vous. Inspirons-nous mutuellement à devenir plus fortes et à vivre de manière authentique.